Bonsoir à tous, merci de m'accueillir au niveau de ce webinaire. Donc, je m'appelle Bruno Mouchin, je suis hydrogéologue au BRGM et je fais partie de l'équipe de la direction régionale Bretagne. Donc, j'ai une casquette d'hydrogéologue en région et également une casquette d'intervenant national, notamment auprès du projet Météonap que je vais vous présenter ce soir. Mon intervention se fera autour d'une vingtaine de diapositives avant de vous montrer en direct le site internet. Donc l'objectif de Météonap est de mettre à disposition en quasi-temps réel des données brutes et valorisées issues d'un ensemble de producteurs, des données piézométriques, et notamment celles qui appartiennent au réseau piézométrique national. Donc l'idée, c'est de valoriser un savoir-faire et une expertise technique et scientifique, de l'accès aux données à la création d'informations. On propose des services à forte valeur ajoutée, issus de travaux de modélisation, avec notamment des prévisions de l'évolution du niveau des nappes, sur des périodes de hautes eaux, mais également sur des périodes de basses eaux. Et l'idée de Météonap, c'est de contribuer, participer et accompagner et d'aider à une meilleure gestion de la ressource en eau sur les territoires. Donc à droite de la diapositive, j'ai mis quelques petites images pour bien dire qu'on parlait de forages qui permettent de mesurer en continu la profondeur des nappes phréatiques. Ces forages sont très souvent équipés par du matériel de suivi en continu associé à de la télétransmission de données. On dispose, à partir d'un certain nombre d'années d'enregistrement, d'une chronique assez complète qui est mise à disposition notamment sur le portail national HADES et qui permet de réaliser des situations statistiques à un moment donné sur l'état des nappes, mais également sur l'évolution récente. Avec ces données, ces chroniques, on peut également lancer des modélisations qui permettent de reconstituer ces chroniques. Et une fois qu'un modèle est calé, on peut se permettre de passer sur une partie prévisionnelle, suivant des scénarios météo. Alors, le projet a fait face à différentes actualités et nous avons également écouté les questions qui nous ont été posées et notamment un certain nombre de besoins de réponse de la part de nos partenaires. L'actualité, c'est bien évidemment ce qui s'est passé les 2 années précédentes, là, notamment au niveau de l'étiage, avec des périodes de sécheresse assez importantes sur l'ensemble du territoire, avec des mesures de restriction d'usage de l'eau. Vous avez notamment la carte issue du site internet Propluvia du mois de septembre de l'année dernière. Nous avons également eu à faire face à différents événements liés à des inondations en rivière, mais également par remontée de nappe. Après, il y avait des éléments un petit peu plus exotiques, comme des sécheresses qui arrivent en plein hiver en Bretagne. Ensuite, nos partenaires nous posent différentes questions. Ce sont les bulles que vous voyez à droite de l'écran. Nous communiquons au niveau du BRGM régulièrement auprès des médias sur la situation des nappes à un moment donné, notamment sur un instantané. Et de plus en plus, ce qu'on nous pose comme question, c'est d'être devin et de savoir qu'est-ce qui va se passer sur les mois à venir, et notamment sur la période d'étiage. Les services de l'État nous demandent un appui également quand ils ont à prendre des mesures de restriction d'usage de l'eau, et des agriculteurs ou des particuliers qui voient la pluie tomber dans leur jardin ou au fond de leur champ s'interrogent aussi sur l'effet d'orage, notamment l'été, sur le niveau des nappes phréatiques. Le projet Météonap, c'est un projet de recherche et de développement interne, financé à 100% par le BRGM, de 2015 à 2018. Et depuis 3 ans, le projet est rentré dans une phase de maturation. Donc, c'est un processus interne au BRGM qui permet de donner de la valeur ajoutée à un nouveau développement et pouvoir faire monter un produit et arriver à une certaine industrialisation de l'innovation. Alors, le projet est un projet transverse et multithématique. On fait appel à différentes compétences internes en termes de développement informatique, hydrogéologie, modélisation, suivi avec différents capteurs, différents types de capteurs, des spécialistes également sur de l'interopérabilité et sur les risques naturels. À droite de l'écran, vous avez le réseau piézométrique français et notamment en vert les 1600 stations gérées par le BRGM. Et parmi ces 1600 stations, nous en avons aujourd'hui 1500 qui sont connectées, comme on dit, en temps réel, grâce à cette technologie du GPRS, qui permettent de recevoir chaque jour les données les plus récentes.
Alors, si je prends l'exemple d'un de ces points du réseau national, donc c'est un point qui est situé sur la commune de Vailly, dans le département de l'Aube. Nous sommes sur un aquifère crayeux. Vous voyez une chronique mesurée depuis les années 1970, avec un certain nombre de cycles annuels et pluriannuels. Et grâce à cet historique, on peut interroger l'indicateur piézométrique standardisé et regarder quelle est la situation de la nappe à un moment donné. Alors ici, je suis revenu sur la situation du mois de décembre de l'année dernière, décembre 2020. Vous avez les points qui correspondent à la situation des mois de l'année, et on voit qu'au mois de décembre, nous sommes plutôt sur la partie jaune de la courbe, ce qui correspond à des niveaux modérément bas, et on voit que ces points vont vers le bas, donc la nappe a tendance à baisser. Donc si nous avions à représenter ce point sur une carte, on le représenterait sous la forme d'un triangle orienté vers le bas, pour dire que la nappe est en baisse, et on colorierait ce point en jaune pour indiquer son état statistique, c'est-à-dire des niveaux modérément bas. Alors ce projet s'est appuyé également sur une implication à Orléans et en région. Et la première partie du projet était de faire un inventaire des modèles globaux qui ont tourné au BRGEM en intégrant différentes composantes du cycle de l'eau, la météorologie, la piézométrie et le débit des rivières. Et nous en avons recensé, vous voyez, environ 550. Donc ça correspond à des modélisations effectuées avec les logiciels Gardenia et Tempo. Donc je parle de modélisation globale pour dire qu'on considère un bassin versant dans sa globalité sans essayer à le caractériser maille par maille comme on le fait dans un modèle maillé. À gauche de l'écran, les différents carrés que vous voyez correspondent à ces modèles qui ont été recensés sur le territoire métropolitain mais également en Outre-mer. Et à droite de l'écran, vous voyez une dizaine de triangles bleus. Donc ce sont les 10 points qui nous ont permis de faire la preuve du concept météonappe. Donc nous sommes partis chercher différentes configurations hydrogéologiques, différents types d'aquifères, différentes tailles de masse d'eau, différentes complexités de modélisation. Et vous voyez en bas, nous avons également retenu différents thèmes, donc des points qui étaient représentatifs plutôt de la sécheresse, d'autres du changement climatique et d'autres, notamment dans la région Hauts-de-France, de phénomènes de crue par remontée de nappe. Alors, quelle était l'idée du projet? Alors, vous avez ici une image d'un rapport de 2013. Alors, dans certains rapports du BRGEM, vous voyez qu'on présentait ce type de résultats. Donc, on avait le calage d'un modèle ici représenté sur 3 ans, même si souvent ces modèles sont calés sur une dizaine, voire une vingtaine d'années. Vous avez en marron le niveau modélisé par rapport à l'observé en vert. Et superposé à ce graphique également des marches d'escalier en traits pointillés qui correspondent à des seuils de restriction d'usage de l'eau inscrits dans des arrêtés préfectoraux. Vous voyez, avec différents niveaux de seuil en termes de vigilance, alerte renforcée, crise. À droite de l'écran, vous avez les courbes qui sont issues des prévisions du modèle et qui suivent différentes périodes de retour en termes de pluviométrie, allant du 10 ans humide au 10 ans sec. Et ce que nous avons superposé à la main, c'est le trait en noir en pointillé. On s'est dit qu'il serait intéressant de superposer à toutes ces courbes également l'observation qui se mettrait à jour tous les jours en temps réel. Donc là, vous voyez, on a un instantané d'un modèle qui a tourné et qui s'est arrêté en 2013. L'idée dans météonappe, c'est de reprendre la totalité de ces courbes, d'avoir des observations en temps réel et de pouvoir rafraîchir ces prévisions et de ne pas oublier ce modèle, mais de pouvoir le rafraîchir régulièrement. Donc c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Vous voyez, typiquement, ce modèle a été repris, réactualisé depuis 2013. On l'a fait à nouveau tourner pour relancer des prévisions. Donc les prévisions qui sont faites dans météonappe vont jusqu'à une période de 6 mois. Alors, quelle est l'architecture applicative du site Internet? Alors, sur cette image, vous avez un schéma qui correspond à une publication qui a été faite en 2020. Et les commentaires que vous avez en bleu sont des améliorations du dispositif
puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un processus de maturation, c'est-à-dire qu'on améliore régulièrement cet outil ou ce site Internet. Alors, Météonap collecte des informations venant du BRGEM, mais venant également d'autres organismes. Alors, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. En haut à droite, vous voyez qu'on collecte des débits de rivières provenant d'un service du Chapi via les API UBO. Je vous ai mis le lien en bas, le site Internet. Nous collectons également des informations pluviométriques en temps réel de Météo France. Nous pouvons paramétrer dans le site Internet des seuils piézométriques en haute eau ou en basse eau, et on peut leur donner le nom que l'on souhaite. Ensuite, nous lançons des prévisions de niveau de nappe issues de nos modélisations. Donc, vous retrouvez en bas différents modèles et le principe de cette modélisation avec lancement de prévisions. Il faut savoir que des morceaux de code de calcul ont été mis en ligne, des routines de calcul, et ces routines de calcul nous permettent, une fois que nous avons calé un modèle, de le rentrer dans le site Internet et qu'il puisse actualiser ou rafraîchir régulièrement les prévisions. Et c'est actuellement ce qu'il fait tous les mois. Ensuite, nous collectons également via les services UBO les niveaux piézométriques historiques d'ADES et également les niveaux piézométriques en temps réel. Alors, sur cette image, je reprends également l'architecture du site Internet. En fait, l'architecture du site Internet est composée de deux parties. La première qui est dans le rectangle qui s'appelle numéro 1 et celle qui est en bas qui correspond au numéro 2. Alors, celle qui est en numéro 1, c'est ce qu'on appelle en fait le back-office. C'est ce qui va être derrière le site Internet. Donc, on va avoir derrière ce site Internet une collecte d'informations venant de différents capteurs de données pluviométriques ou d'évapotranspiration potentielle de Météo France, de données piézométriques, de données de débit de rivière, également, pourquoi pas, des prélèvements de niveau de nappe ou des prélèvements en rivière. Ensuite, on va rentrer des seuils piézométriques et on va, une fois que le modèle est calé, on va rentrer ces paramètres de calage pour pouvoir avoir cette brique du back-office qui va fonctionner et qui va pouvoir donner des informations sur le site Internet qui constitue le point numéro 2, donc cette brique front office. Donc, dans ce site Internet, nous allons voir des courbes de scénarios prévisionnels en termes de niveau de nappe, des cartes avec des bulletins de situation de niveau de nappe, mais nous allons avoir également des informations utilisables en temps réel via des API. Ce que je voulais dire, c'est que derrière ce site Internet, il y avait un système élaboré en termes de système d'information qui tournait. Alors, quelques captures d'écran du site Internet. Alors, ce sont des captures d'écran que j'ai réalisées lundi de la semaine dernière, le 29 mars. Le site Internet se présente de la façon suivante. Donc, après un processus de connexion par adresse mail et mot de passe, on arrive sur cette carte de la France métropolitaine. Vous retrouvez la dizaine de points dont je vous parlais tout à l'heure, avec quelques points complémentaires. Les points sont coloriés suivant l'évolution récente du niveau des nappes et leur état statistique, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et à droite de l'écran, vous pouvez également superposer différentes stations temps réel en termes de pluviométrie. C'est ce que vous voyez en termes sous la forme de gouttes d'eau. Mais on peut également superposer des stations de mesure de débit de rivière. Et comme l'écran l'indique en bas, on a une situation donc, à la date du 29 mars en temps réel. Et donc, à chaque connexion au site Internet, cet écran et cette situation va se recalculer, se rafraîchir. Et cette situation des nappes est faite donc avec des données d'ADES concaténées avec les données qui sont mesurées en temps réel et qui ne sont pas encore bancarisées dans ADES. Ensuite, via la fenêtre qui est en bas à droite, on peut aller choisir une date future. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Je suis allé chercher le 31 mai et on choisit également un scénario climatique avec une période de retour. Ici, j'ai pris une prévision 5 ans sec.
Et ensuite, quand on clique sur actualiser la situation, les points se colorient. Cet indicateur piézométrique standardisé calculé sur la base de ce scénario climatique à une date future et les points sont rafraîchis. Quand on clique sur l'un des points qui est sur la carte, on aboutit à la fenêtre que vous avez à gauche qui permet d'afficher la dernière mesure en temps réel et la dernière mesure ADES. Ça rappelle également la légende associée au point. Et vous avez également une boîte qui s'appelle « Consulter la fiche ». Et quand on clique sur cette consultation, on accède à la partie graphique du site Internet, avec donc une carte de localisation des postes temps réel, en termes de piézométrie, pluviométrie et débit de rivière. À droite, on a le graphique associé, avec les niveaux piézométriques en bleu, la pluviométrie en histogramme et le débit de rivière en orange. Et sur l'écran du dessous, on va retrouver ce que je vous montrais tout à l'heure sur la copie du rapport de 2013. On va retrouver mes marches d'escalier avec des seuils associés à des problématiques de sécheresse, le niveau piézométrique qui est toujours en bleu, et au bout de ce niveau piézométrique, vous voyez des petits triangles verts qui correspondent aux mesures temps réel effectuées sur les derniers jours. Et enfin, vous voyez les courbes prévisionnelles qui s'affichent à droite de l'écran avec différentes courbes suivant le scénario climatique associé. L'intérêt de ces différents graphiques, c'est qu'on peut avoir une image des relations nappe-rivière suivant l'écran qui est en haut à droite. Les courbes prévisionnelles permettent d'anticiper une situation d'étiage ou une situation de hautes eaux. Et à chaque date de connexion, ces graphiques se rafraîchissent et on peut voir comment évoluent nos niveaux de nappe par rapport à ces scénarios climatiques. Et dernier point, si des mesures de restriction d'usage de l'eau sont en vigueur, on peut voir leur effet sur le niveau des nappes. Alors, sur la partie basse de l'écran, en dessous de cet écran que j'ai appelé écran prévisionnel, on voit deux graphiques qui correspondent aux puits qui viennent s'enrichir également tous les jours, et en bas à droite, la mesure du débit de la rivière. Alors, tout en haut de cet écran, vous avez également un petit i entouré en bleu qui permet d'accéder aux métadonnées du modèle, c'est-à-dire qu'on précise quel est le modèle utilisé, quel est le pas de temps du modèle. Ici, vous avez un modèle décadaire, mais nous faisons également tourner des modèles journaliers. On précise la période de calage et le coefficient de corrélation, les postes utilisés pour la modélisation et si des prélèvements ont été pris en compte, la cote du terrain naturel pour ceux qui ont plus l'habitude de travailler en profondeur, et on indique également de quelles sources bibliographiques proviennent les seuils piézométriques affichés dans le site Internet. Alors, quelles sont les nouveautés avec ce site? C'est qu'on dispose d'un outil avec un ensemble de fonctionnalités et de services. On dispose de la situation des nappes à la date du jour et dans le futur. C'est un outil qui peut servir à nos partenaires publics, mais également à des partenaires privés, puisqu'on peut également utiliser des données qui sont mesurées et qui ne sont pas encore bancarisées dans ADES, tout en spécifiant un accès par mot de passe qui permet d'afficher ou de ne pas afficher les données associées au point. On met à disposition des données les plus récentes en termes toutes les données qui concernent le cycle de l'eau, la pluviométrie, les eaux souterraines, les eaux de surface. On a un service d'aide à la décision pour la gestion de l'usage de l'eau sur les territoires. Je voulais évoquer des seuils de restriction d'usage de l'eau. On a une interface web facile d'utilisation et compréhensible, avec donc un rafraîchissement des données à la volée, avec des cartes et des courbes en temps réel et donc des fiches dynamiques. Je vous ai parlé également d'un morceau de logiciel BRGEM qui a été mis en ligne, qui fonctionne sous la forme d'un exécutable et qui nous sert à rafraîchir tous les mois des données prévisionnelles. Donc, en termes de rendu, nous avons un site Internet qui est ouvert sur l'extérieur. Je vous ai mis l'URL du site Internet, donc meteonap.brgem.fr. Et nous avons également développé une API qui est paramétrable suivant notre interlocuteur. Donc, elle peut être publique ou privée. À droite de l'écran, vous avez une fenêtre de connexion. Donc, la connexion se fait par email et par mot de passe. Et il faut commencer par créer un compte avant d'arriver sur le site. Alors, quelques mots sur l'API.
Une API, c'est quoi? Donc, c'est une interface de programmation applicative. En gros, c'est un service numérique qui va nous permettre à la fois d'externaliser les résultats de Météonap. Donc, ce qui veut dire que si un partenaire public, une métropole par exemple, dispose d'un outil de supervision, il va pouvoir, les informaticiens vont pouvoir appeler les résultats de Météonap en termes d'un point colorié sur une carte ou alors de courbes prévisionnelles dans un graphique. Et cette API, elle peut fonctionner également dans les deux sens. Elle peut envoyer des données, mais elle peut également en recevoir. Donc, ce qui veut dire que si on a un partenaire qui peut être européen ou étranger, qui dispose d'informations en termes de piézométrie, il peut envoyer ces données via l'API dans Météonap pour l'afficher et colorier le point. Et c'est exactement la même chose pour à partir du moment où ce point a été modélisé, les résultats du modèle peuvent être aussi récupérés. Alors, le site internet, je vais vous le montrer. On l'a lancé début février. Le BRGEM a fait un communiqué de presse à ce sujet. Et à ce jour, on totalise un peu plus de 450 utilisateurs. Le site internet. Merci pour la présentation. Hein. J'avais déjà regardé le site, c'est super bien fait. Je me posais la question parce que c'est vrai qu'on parlait des nappes et j'ai regardé les sources d'approvisionnement en fait des données. Il y a beaucoup quand même d'organismes qui ont des stations de mesure hydrométriques entre guillemets sur des sources. Hein, bien sûr, je marquais sources karstiques ou sources de soc ou volcaniques. Ce sont des données qui sont qui sont bancarisées dans la banque hydro. Et je voulais savoir si c'était prévu de les prendre ou si c'est déjà le cas. Alors, merci beaucoup pour la question. Pour l'instant, le projet ne concerne que des piézomètres. Donc, pour l'instant, on ne fait pas le travail sur des sources, mais c'est tout à fait envisageable à partir du moment effectivement où les données sont récupérables par une interface. On parlait de la banque hydro. Donc, on peut se permettre de récupérer des informations associées à ces sources. Et après, si des modèles ont été calés, on peut également se permettre de les afficher dans Météonap. Ça n'est pas fait, mais c'est une perspective effectivement intéressante. Et on peut rajouter, Laurent, que ce sera valable aussi à condition que ces sources-là aussi soient avec des débits temps réel, parce qu'on n'a pas forcément encore toutes les sources équipées en temps réel aussi dans la banque Hydro, puisqu'ils ont eu des soucis pour les mettre à disposition. Donc ça, ce sera encore plus facile si là où on aura des données de temps réel aussi pour les débits. Robin nous pose la question, utilisez-vous les prévisions saisonnières de Météo France pour faire vos prévisions de nappe? C'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai été un petit peu vite là-dessus. Donc les modèles globaux tels qu'ils existent aujourd'hui travaillent plus sur du rejeu historique. C'est-à-dire qu'on se sert de l'historique de calage du modèle. Donc si le modèle a été calé sur 20 ans ou 30 ans, les scénarios climatiques sont classés et sont rejoués dans le futur. Donc, ce qui veut dire que par rapport à votre question, la réponse est non. On n'utilise pas de prévision saisonnière de Météo France pour faire ces prévisions de niveau de nappe. Néanmoins, c'est aussi une perspective sur laquelle on aimerait travailler et sur laquelle on travaille déjà dans le cadre d'un autre outil qui s'appelle AQFR, qui travaille plutôt sur des modélisations maillées. Bonsoir à tout le monde. Je voyais une première carte du côté de La Rochelle, à la grosse, où il n'y avait pas de point de suivi. Et puis finalement, une carte, 2, 3 slides après, où il y avait des présences de points. Je n'ai pas bien compris, bien saisi la différence entre les deux. Là, on voit la carte vide, partie ouest, là, côté La Rochelle, et on voit que finalement, on a pas mal de points verts sur la slide de 6. Et du coup, j'arrivais pas à comprendre quelle était la différence, pourquoi on avait une carte sans points à un moment donné et une autre carte avec points. Du coup, la carte qui est en haut à droite, ça concerne en fait les 1600 points qui sont gérés par le BRGEM. Et sur les secteurs effectivement de l'ancienne région Poitou-Charentes, le suivi est réalisé par l'Observatoire régional de l'eau de Poitou-Charentes. C'est pas qu'il n'y a pas de points, mais c'est qu'ils ne sont pas gérés par le BRGEM. C'est un autre observatoire qui est réalisé. Sur cette région, si je me déplace sur la carte suivante, effectivement, il y a beaucoup de points bleus, puisque le BRGEM travaille également sur différentes modélisations associés à ces points-là, même si nous n'avons pas la maîtrise de la gestion du suivi du piézomètre.
J'ai parlé pour l'instant de points qui sont gérés par le BRGEM qui sont dans Météonap, ce qui est le cas puisqu'il nous fallait faire une preuve du concept. Néanmoins, l'API Météonap va chercher des données d'ADES. Donc, si les données venant d'un autre gestionnaire que le BRGEM déverse ces données dans ADES, eh bien, ces données sont utilisables. Ça veut dire qu'on peut s'en servir, faire tourner des modèles, les présenter dans Météonap. Après, ce qui manquera, c'est l'information de mise à disposition de la donnée en temps réel si le point n'est pas, comment on le dit, branché, c'est-à-dire ne dispose pas de la technologie pour remonter des informations tous les jours. Oui, voilà ma question. Effectivement, sur l'API, je voulais savoir ce qui allait être mis à disposition publiquement sur l'API. De ce que j'ai compris, il y avait des données temps réel qui ne sont pas bancarisées sur l'ADES qui seront affichées. Donc, est-ce qu'elles seront récupérables par l'API? Est-ce que les modèles, enfin les résultats des modèles seront aussi récupérables par l'API? Voilà. Alors, si vous parlez des données piézométriques, les données piézométriques sont déjà récupérables via l'API UBO. Donc, je vous invite à taper sur un moteur de recherche UBO, H-U-B-E. Oui, je parlais des données, vous parlez des données de temps réel qui n'étaient pas bancarisées. Alors, il y a également une API UBO piézométrie temps réel qui permet aussi de récupérer ces informations-là. D'accord, ok, sur UBO aussi. Donc, ce que va venir rajouter l'API Météonap, c'est une mise à disposition de données prévisionnelles et également un point qui peut être colorié, comme je le disais tout à l'heure, avec ces données temps réel et avec les données historiques d'ADES. Il y a une plateforme actuellement qui est disponible avec différents modèles qu'on mène avec l'école des mines, donc, où les modèles sont à terme accessibles. C'est plus des modèles, effectivement, modèle Maillet et Gardenia. Donc ça, c'est quelque chose qui sera quelque chose de public qu'on est en train de mettre en place avec différents partenaires scientifiques là, donc, pour des modélisations, changement climatique, etc., donc sur le long terme. Donc ça, ce sont des modèles qui sont diffusés, qui seront mis à jour au fur et à mesure que ces modèles pourront être actualisés. Donc ça fait partie des choses qui sont sur la plateforme AQFR, vous pourrez aller voir sur le web. Mais tous les modèles ne sont pas encore mis sur cette plateforme, puisqu'effectivement, il y a des modèles aussi qui sont pas forcément donc validés ou finalisés, et tous les modèles ne sont pas mis à disposition. Quand on les met à disposition, il faut pouvoir les expliciter et les rendre un peu plus robustes, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les modèles aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Aurore Reflux, je travaille pour le Burgéap à Lyon et je vois que sur la carte, il n'y a pas du tout de points dans le Rhône. Et je voulais savoir s'il était prévu de mettre à jour de nouveaux points sur votre base de données. Et merci beaucoup pour la présentation de l'outil d'ailleurs, qui était super intéressante. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé sur une preuve de concept, comme je l'ai dit, sur une dizaine de points. Donc, ces points ont nécessité aussi un travail, une valeur ajoutée, une modélisation, un calage et ensuite un lancement de prévision. Et puis, il nous a fallu voir si ces résultats étaient robustes ou pas robustes, en revenant sur également de l'historique passé pour regarder la fiabilité des modèles. Et après, l'idée, c'est que ces points puissent servir un petit peu de démonstrateur et qu'on puisse après rajouter des points dans Météonap à la faveur des partenariats qu'on aurait avec différents acteurs publics ou privés. Donc, c'est déjà le cas, puisque je crois qu'aujourd'hui, on arrive à environ 14 points. Et l'idée, effectivement, dans le Rhône, on pourrait très bien s'associer, rentrer en partenariat, réaliser des travaux en commun. Et à partir du moment où notre partenaire souhaite que ces données soient publiques et soient affichables, elles rentreraient dans Météonap. Et si notre partenaire ne souhaite pas que ces points soient affichés, ils ne seraient pas accessibles par nos partenaires publics, mais par uniquement lui-même. Donc, c'est aussi une latitude qu'a notre partenaire. J'avais une question. Donc là, on voit que des niveaux piézo simulés. Est-ce que, à terme, il est envisagé de simuler aussi le débit des rivières en utilisant bien sûr la piézo comme calage du coup? Oui, tout à fait. Alors, c'est déjà le cas actuellement. C'est-à-dire que les modèles qu'on utilise très souvent intègrent toutes les composantes du cycle de l'eau.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, on se sert dans ces modèles globaux de données météorologiques. On cale le débit de la rivière et également le niveau des nappes. Donc, ce qui veut dire que notre modèle lance aussi des prévisions de débit de rivière associées à ces prévisions de niveau de nappe. Néanmoins, comme l'outil s'appelle MétéoNapp, il ne propose que ces résultats en termes de niveau de nappe et pas de débit de rivière. Alors, il y a aussi une question de légitimité. Le BRGEM travaille plutôt sur cette partie eau souterraine et moins sur cette partie haute surface. Néanmoins, ce que vous évoquez, c'est assez intéressant parce que plusieurs de nos partenaires ou collègues sont revenus vers nous en nous disant c'est une partie qui est pour nous est importante dans un certain contexte. On pense notamment à toute la partie karstique dans le sud de la France, où la mécanique de fonctionnement des rivières est contrôlée parfois même exclusivement par ces aspects souterrains. Et c'est aussi quelque chose qui serait affichable à partir du moment où on montre que ce débit de rivière ne peut être contrôlé que par ces fonctionnements de niveau de nappe. Oui, bonjour, merci beaucoup. Moi, je me demandais, juste par curiosité, est-ce que ces niveaux piézométriques qui proviennent de modèles, on a une idée un peu sur leur incertitude, puis après sur les niveaux piézométriques qui sont ensuite projetés sur ces niveaux-là aussi, si on a des incertitudes? Ce qu'on met à disposition pour l'instant, c'est vraiment ce qu'il y a derrière nos modélisations. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure via nos métadonnées, c'est-à-dire quel type de modèle est utilisé, quel est son pas de temps, quels sont les postes qui ont été utilisés pour faire tourner le modèle. Et on met à disposition pour l'instant juste un coefficient de corrélation en termes de calage du modèle. Néanmoins, vous avez raison, ces aspects incertitudes mériteraient aussi d'être travaillés pour pouvoir, pourquoi pas, afficher à côté de nos courbes enveloppes prévisionnelles, peut-être des panels un peu ou des gammes de variations qui permettraient de préciser cette incertitude. Oui, donc je disais, il y a des secteurs en forte exploitation de la ressource et je voulais savoir si les prélèvements qui peuvent être variables donc d'une année sur l'autre sont intégrés dans les modèles, j'imagine, et seront-ils intégrés autrement? Je parlais de différents cas de figure et différents cas de complexité de modélisation. Nous avons testé des cas d'études un peu comment dire, ce type de cas de figure, c'est-à-dire des piézométries qui étaient très influencées par les prélèvements, voire même exclusivement par les prélèvements sur une partie de l'année, notamment sur l'étiage. Et on a travaillé avec nos partenaires à la récupération de ces données de prélèvement. Alors, je ne vous cache pas que c'est un travail de fourmi. C'est vraiment, je pense que tout le monde en a conscience que c'est un travail qui est très délicat. Néanmoins, quand on dispose de ces informations, on peut se permettre de mieux caler un modèle et de voir cette importance des prélèvements sur le signal piézométrique. Et après, l'idée aussi, c'est que le site est configuré pour récupérer également des données de prélèvement et que ces données de prélèvement puissent venir enrichir le modèle et l'actualiser régulièrement. Alors, on a même poussé l'exercice encore plus loin. Je vous parlais tout à l'heure de scénarios prévisionnels suivant des périodes de retour climatique. Nous avons également lancé des scénarios prévisionnels en faisant varier ces prélèvements. C'est-à-dire que si on a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années de prélèvements, on peut lancer une simulation avec le prélèvement le plus faible connu, le prélèvement moyen ou le prélèvement maximum, et voir comment évoluent les niveaux de nappe. Donc, c'est quelque chose que nous avons testé et qui fonctionne assez bien. On est dans le fait qu'une partie importante de ce travail a été menée dans le cadre de la biopolitique publique et il a été évoqué le fait que éventuellement un privé pouvait obtenir des informations entre guillemets confidentielles. Donc, je voulais juste avoir un peu de précision sur le cadre de cette partie-là. L'idée, c'est que on est un interlocuteur privé, donc qui travaille avec nous au BRGEM, qui nous demande des résultats dans le cadre de l'exploitation
pour l'eau potable ou pour l'eau industrielle ou pour un usage agricole sur un secteur donné. Il nous met à disposition des informations qui ne sont pas publiques ou qui ne sont pas encore déversées, par exemple, dans Hades. Il nous demande une modélisation et puis le lancement de prévisions, un petit peu tout ce qu'on fait dans Météonap. Mais son choix, c'est que ce travail reste confidentiel et que ce ne soit que lui qui voit ces informations. Donc, auquel cas, on utilise Météonap et Météonap, via son mot de passe privé à cet interlocuteur, il va se connecter avec son mot de passe, il va voir ces données dans Météonap, mais le grand public comme vous ou comme nous, par exemple, ne verront pas ces informations. Mais Pierre, c'est pas l'idée. Hein. L'idée est bien qu'effectivement, avec des services publics, des services de l'État, on ait la possibilité de faire des modélisations là où il y a des données temps réel, qui est maintenant 85% des piézomètres presque à terme. Donc, qu'on puisse effectivement le faire partout où il y a. Mais le problème, c'est que nous, le temps passé à des modélisations effectivement et d'acquérir des données, on ne peut pas le mettre dans des projets 100% SCSP, on a besoin de cofinancement, donc ça peut être des collectivités, etc. C'est quand même bien l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est complètement public. Et c'est vrai que là, s'il y a des besoins privés, ils auront un avantage peut-être de délai avant de pouvoir les mettre à disposition de tout le monde. Bruno, tu veux nous faire une démonstration, comme tu l'avais proposé? Vous voyez que tout en haut de l'écran, j'ai tapé l'URL dont je vous ai parlé tout à l'heure, meteonap.brgem.fr. Donc, on accède à ce site Internet qui est plutôt un site d'accueil qui publie un certain nombre d'actualités sur l'évolution du site. Vous voyez qu'on a publié la semaine dernière de nouvelles fonctionnalités. Il y a également un mail de contact pour nous poser des questions ou s'il y a des problématiques des problèmes d'accès au site Internet. Ensuite, il y a juste 3 onglets, donc c'est vraiment très simple pour l'accueil. Il y a une page de présentation de Météonap avec une description de ses fonctionnalités. Et tout en bas, peut-être intéressant pour vous, il y a également un guide d'utilisation du site qui est sous la forme d'un PDF avec quelques diapositives et ça explique un peu la notice de prise en main du site. On a une page également de référence bibliographique avec quelques publications et participations à congrès. Et vous avez un dernier écran qui correspond à accéder à l'application. Donc, quand je clique sur ce bouton-là, vous voyez une page qui permet d'accéder à la première connexion. Donc, pour cette première connexion, si vous n'êtes pas déjà connecté sur le site, il faudra créer un compte. Donc, vous irez en bas à droite dans « Créer un compte ». Et ça vous permettra de vous identifier. Ensuite, vous recevrez un mail et vous pourrez vous connecter à la plateforme. Alors, je vais le faire justement en utilisant ma messagerie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, les comptes sont configurés par notre adresse mail. Donc, si je rentre mon adresse mail BRGEM, je vais voir un contenu différent de mon adresse mail personnelle. C'est pour ça que je me connecte avec mon adresse mail personnelle. Donc, quand on se connecte, vous voyez qu'on arrive sur la page que j'évoquais tout à l'heure, avec donc les points coloriés, avec à gauche de l'écran la situation que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez, c'est... Alors, à droite de l'écran, vous avez des cases à cocher un petit peu à la manière d'un SIG. Donc, on peut sélectionner les pluviomètres dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, donc ça correspond aux postes qui sont proposés par Météo France, accessibles en temps réel. Il y a également les postes de la Banque Hydro. Alors là, ça surcharge beaucoup le graphique, mais ça correspond à toutes les mesures de débit de rivière en temps réel. Et donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, donc ici, vous avez un petit bouton qui distingue les modèles des piézomètres. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Je vais peut-être zoomer un peu. Vous avez des points qui sont encadrés en noir et d'autres qui ne le sont pas. Donc, les points qui ne sont pas encadrés, vous voyez, on ne peut pas cliquer dessus. On peut pas, donc, par exemple, ce point près d'Angers, je ne peux pas cliquer dessus. Donc, typiquement, c'est un point qui dispose d'informations, mais qui ne sont accessibles que par certains usagers. Néanmoins, dans le cadre d'autres projets d'appui aux politiques publiques, vous voyez qu'on peut cliquer sur certains points. Donc, c'est ceux qui sont encadrés et appelés modèles.
Donc, vous retrouvez les 10 points que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, si je clique sur un point, j'accède à sa partie graphique. Alors, juste avant, je vais utiliser la partie prévisionnelle que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on va donc sur cet écran choisir une date future. J'avais choisi tout à l'heure fin mai. Par exemple, je peux prendre fin juin, le 30 juin. Donc, on choisit d'abord une date. Ensuite, dans un second temps, on choisit un scénario climatique. Je peux prendre une pluie plutôt sèche. J'actualise la situation. Et à l'écran, logiquement, les points qui disposent de prévision sont recoloriés à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, les points ont changé légèrement de couleur, passant plutôt sur des couleurs jaunes, donc a priori un peu plus sèches. On peut revenir également à la situation actuelle par le bouton d'à côté et retrouver notre situation actuelle. Donc, je vais cliquer sur un point. Donc, par exemple, ici, le point qui est du côté de 3. Donc, en cliquant sur le point, j'accède à la partie que j'évoquais tout à l'heure. Donc, vous voyez, on retrouve l'encadré plutôt bleu clair puisqu'on est sur un point avec des niveaux modérément hauts. On peut consulter sa fiche et donc, en cliquant sur ce bouton, on accède à la partie graphique du site Internet. Alors, sur cette partie graphique, vous retrouvez ce que j'évoquais tout à l'heure, le petit i avec les informations associées au modèle. Vous avez une carte de localisation des postes. Donc ici, vous avez le piézomètre. Vous avez également des postes pluviométriques et également le poste de débit de la rivière. Donc, ça correspond au graphique que vous voyez à droite de l'écran, donc ce que j'évoquais tout à l'heure avec les histogrammes de pluie en bleu, le niveau piézométrique en bleu foncé puis vert et le débit en orange. Ensuite, en dessous, les courbes prévisionnelles, donc le niveau de nappe observé avec ces données de temps réel. Vous voyez qu'ici, vous avez bien des données datant de début avril. Vous retrouvez également les marges d'escalier et ici, donc, mes différentes courbes prévisionnelles. Tu permets, Bruno, que je t'interrompe sur le graphe que tu viens de présenter à l'instant. Ce que je comprends, c'est qu'on a un certain nombre de courbes prévisionnelles, mais qui ne débutent pas à la date d'aujourd'hui, qui débutent au point de plus hautes eaux de la nappe de l'année, c'est ça? Alors, ici, c'est précisé dans cette fenêtre-là. En fait, les prévisions commencent au 25 février. On est sur un modèle décadaire, donc c'est pour ça qu'on a des données le 5, le 15 et le 25 du mois. Donc, nos dernières données datent de fin février et nous avons lancé donc des prévisions quasiment à début mars. Voilà, et les différentes courbes que j'évoque correspondent aux périodes de retour. Donc, par exemple, ici, si je clique et je déclique, vous voyez, c'est celle qui correspond aux 10 ans humides et celle des 10 ans secs étant plus bas, avec également le scénario sans pluie qui apparaît en bas. Ça veut dire que ça permet de voir qu'on est plutôt sur un scénario, alors je ne vois pas bien la couleur, mais 10 ans secs ou entre 5 et 10 ans secs, c'est ça l'information que ça apporte? Tout à fait, c'est qu'on suit pour l'instant cette partie 5 ans secs, là, effectivement, avec ces données temps réel. Et après, ce que j'évoquais, c'est que quand on disposera des informations à fin mars, les courbes prévisionnelles qu'on voit partir ici du 25 février commenceront au 25 mars et vont venir se rafraîchir très régulièrement. Les courbes arc-en-ciel, que je vais appeler arc-en-ciel avec les points, tous les mois, en fait, vont venir les nouvelles prévisions vont venir remplacer les anciennes. Pour y voir un petit peu plus clair, je vais passer sur un modèle plutôt journalier, alors qui est par exemple du côté de Limoges. Alors, vous voyez qu'ici, on a des niveaux qui sont a priori plus bas, qui sont plutôt en orange. Alors, vous retrouverez le même type de graphique, même chose avec la carte des postes temps réel, avec les évolutions. En dessous, vous avez les prévisions. Et alors, ici, c'est une illustration de ce que je disais. Là, vous voyez, la DDTM a souhaité ajouter un seuil qui, vous voyez, apparaît assez haut ici en jaune. Je ne sais pas, c'est peut-être pas très lisible. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit lisible, vous voyez, vous avez en bas ici la possibilité de passer sur un mode en noir ou en clair. Ça, c'est suivant votre configuration. Donc, vous voyez ici une ligne jaune.
et en dessous une ligne orange et rouge qui correspondent plutôt à des scénarios de crise. Et ici, en fait, ce qui se passe sur ce piézomètre qui capte un aquifère de socle, c'est qu'à partir de ce niveau qui est distingué en jaune, qu'on a appelé surveillance DDT 87, c'est que la piézométrie a tendance à plonger. Alors, je vais essayer de l'illustrer avec ces courbes. Voilà, vous voyez qu'en fait, à partir de ce niveau, en fait, le niveau de nappe descend quasiment à pic d'un coup. La DDT a souhaité afficher ce seuil qui est paramétrable et qui lui permet d'avoir une information qu'à partir de ce seuil-là, les niveaux risquent de descendre très rapidement. Pour illustrer cette partie seuil paramétrable. Alors, vous voyez que là, on retrouve un petit peu les mêmes courbes arc-en-ciel que j'évoquais tout à l'heure, avec là aussi des données temps réel, vous voyez, qui datent de ce matin, bien 6 avril à 8 heures. Le site dispose aussi d'autres petites fonctionnalités. Alors, je vais les passer très rapidement en revue. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, là, je peux choisir une période d'affichage, 15 jours, 30 jours, une année ou la totalité des chroniques. Je peux télécharger également un graphique. Ça permet de récupérer l'ensemble du graphique pour le mettre sur une présentation, par exemple. Donc ici, on a 2 boutons. On a un bouton de zoom pour aller voir de plus près ce qui se passe, et également un onglet qui permet de se déplacer sur le graphique. Donc, ce qui est téléchargé, c'est bien l'affichage en cours. On le retrouve sur les différents graphiques. Vous avez également des liens qui sont cliquables, qui permettent de basculer sur HADES pour la piézométrie, sur le site de Météo France pour les pluviomètres et sur le site de la Banque Hydro pour les stations de débit de rivière. Les différents piézomètres fonctionnent de la même façon, systématiquement. Ce sont des éléments que vous retrouverez dans le guide d'aide à l'utilisation du site que vous pourrez télécharger sur le site internet. Voilà, j'en ai terminé sur la petite démonstration, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est comme pas mal de sites où on est obligé de montrer patte blanche pour rentrer. La question, c'est quel est le niveau de vérification de cette patte blanche? Le niveau de vérification, en fait, il se fait, vous avez en bas là, un bouton de déconnexion. Donc, on va retrouver l'écran que j'évoquais tout à l'heure avec la création de compte. Donc, la création de compte se fait par email. Donc, on indique son mail, son nom, prénom, un mot de passe, on confirme son mot de passe, son organisation. Et ici, vous avez un code qui permet de vérifier que vous n'êtes pas un robot. Et à partir du moment où vous avez renseigné toutes ces informations, vous pouvez transmettre la demande et créer votre compte. N'importe quel coin du monde, quel que soit l'intérêt que je porte au sujet, je peux me connecter. Si je dis ça, par exemple, sur la Forge Bedeliza, qui est quand même assez confidentiel, il y a eu, il n'y a pas très longtemps, des questions qui n'avaient vraiment rien à voir avec le sujet de l'interface. Et pas seulement la question de qui peut consulter, mais là, en l'occurrence, c'était qui peut poser des questions qui étaient vraiment en dehors des clous, quoi. On a déjà reçu pas mal de questions là, depuis les différentes connexions. On s'efforce d'y répondre et bon, pour l'instant, on a peu de questions un petit peu à côté de la plaque. Bon, après, le site tel qu'il est configuré aussi, justement via cet accès par mot de passe, est un petit peu destiné pour l'instant à des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui veulent connaître ou en savoir un petit peu plus sur les nappes. Oui, ma question, elle va un peu dans le sens des autres questions que j'ai pu voir dans le chat. C'est savoir à quel point ces modèles ils sont reproductibles d'un point à l'autre, c'est-à-dire combien de travail humain il faut derrière pour passer d'un point à je ne sais pas combien de points sur la carte de France. Et question qui est un peu liée aussi, est-ce qu'il y a du machine learning dans votre modèle ou est-ce que c'est des modèles purement physiques? Pour l'instant, effectivement, ce sont uniquement des modèles à base physique, donc des modèles qu'on configure à la main et qui nécessitent effectivement une expertise de calage, plusieurs jours pour bien connaître le site, puis ça nécessite aussi de bien connaître le contexte hydrogéologique du secteur. On parlait tout à l'heure des prélèvements, donc d'autant plus si ces piézomètres sont influencés par des prélèvements. Donc on s'intéresse également à l'apport de l'intelligence artificielle qui a montré de bons résultats. Donc, alors pour l'instant, on n'utilise pas le machine learning pour proposer des résultats dans Météonap, mais ça fait partie des perspectives qui seraient effectivement très intéressantes à partir du moment où les résultats sont fiables et sont pertinents. Il faut aussi que cette intelligence artificielle fasse ses preuves. À partir du moment où on va commencer à regarder un piézomètre et voir si au bout de tant de centimètres, il passe sous un seuil qui déclenche un seuil sécheresse, il faut aussi s'assurer de la bonne fiabilité des données qui sont proposées.
Après ce que j'ai compris, si par exemple un acteur privé ou une collectivité vient vous voir pour faire du calcul sur ces ouvrages, ça va demander du temps derrière parce qu'il faut faire le modèle, enfin vous le caler au moins, mettre ça sur tous les piézomètres de l'ADES, quoi. Oui, oui. Alors c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, plus de 500 modèles là, qui sont disponibles, qui mériteraient juste une actualisation et de pouvoir recaler les modèles, vérifier leur fiabilité et proposer les résultats. Chaque cas est un petit peu unique. Il faut qu'on se pose différentes questions. Est-ce que déjà le piézomètre sur lequel on veut travailler dispose d'un modèle et auquel cas il existe et il n'y a plus qu'à l'actualiser ou à le reprendre? Ou alors il n'y a rien du tout de disponible, il faut le créer toute pièce. L'autre cas de figure, c'est d'être sur un point dont le BRGM ne maîtrise pas du tout la représentativité, la fiabilité, peut d'ailleurs parfois avoir à récupérer énormément d'informations tout autour. Donc vous voyez qu'il y a différentes cas de figure et je ne peux pas vous dire, voilà, ça prend 5 jours, 10 jours, 15 jours pour faire tourner un modèle. Et pour atteindre donc une bonne représentativité de l'évolution des nappes en France, combien de points à terme avez-vous prévu? Alors ça, c'est une très bonne question. Je peux juste vous dire que pour l'instant, le bulletin de situation hydrogéologique qui est réalisé par le BRGM se base sur près de 300, je crois, indicateurs ponctuels qui font partie des 1500 points du réseau piézométrique et qu'on doit en avoir qui sont compilés, concaténés sur une trentaine de gros symboles sur l'ensemble de la France. Donc c'est difficile de répondre à votre question. Mais pour l'instant, c'est à peu près cette base-là qui est utilisée. Quelle est la durée de prévision de vos calculs? Pour l'instant, la durée maximale de prévision qu'on propose, en fait, c'est une période de 6 mois. C'est aussi paramétrable. Donc, on peut aussi se permettre, par exemple, de lancer des prévisions sur un an ou sur 1 mois ou 2 mois. Donc, on peut faire plus ou on peut faire moins. Et après, cette durée de prévision, elle est très dépendante de l'inertie des nappes. Si on a une nappe qui est très réactive, on va plutôt avoir tendance à lancer des prévisions sur une période plus courte. Et si la nappe est très inertielle, on pourra lancer une prévision sur une période plus longue. Et comme je le disais tout à l'heure, tous les mois, les prévisions sont aussi rafraîchies. Elles peuvent aussi être révisées du coup par cette arrivée de nouvelles données météorologiques. Mais pourquoi est-ce que dans vos figures, vous n'avez pas présenté de prévisions à très long terme? Enfin, à long terme. Ce qui est accessible par défaut sur le site internet à tout utilisateur lambda, on propose pour l'instant une mise à disposition des 15 prochains jours de prévision de niveau de nappe. Néanmoins, derrière nos modèles, il y a 6 mois de prévision. On voit sur certains piézomètres qu'il y a un battement annuel, mais qui trouve un cycle plus grand quand on a plus de données. Et le fait de faire rejouer un scénario climatique, est-ce que ça pose des problèmes par rapport à la prédiction des modèles? Dans la dizaine de points que j'évoquais tout à l'heure, ça fait partie aussi des critères qu'on avait sélectionnés. On a travaillé sur des piézomètres très réactifs avec des composantes plutôt annuelles, des cycles de variation annuels, et également d'autres qui sont beaucoup plus inertielles avec ces composantes pluriannuelles. Et pour l'instant, ces composantes pluriannuelles ne nous posent pas de difficultés à partir du moment où le modèle est bien calé et que ce cycle pluriannuel est bien pris en compte. Est-ce que vous avez réfléchi à de l'hydrogéologie participative? Se dire, tiens, Météonap met à disposition les modèles, met à disposition les données, et puis des hydrogéologues à leur temps libre, ceux que ça amuse, qui ont un peu de temps libre, proposent des calages. Et puis, si vous les jugez pertinents, vous les validez et ils s'affichent. Et puis, si ce n'était pas le cas, c'est au suivant. Est-ce que c'est une option envisageable, envisagée? Ça n'est pas le cas pour de la modélisation globale, mais c'est le cas pour ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. Le BRGM, avec l'association Défi EGC, a lancé un nouveau défi sur la prévision des niveaux de nappe, avec une fourniture de jeux de données en termes de signaux de piézométrie, pluviométrie, en termes de pluie, de TP, avec des processus de récupération de données, et a soumis ce défi à des informaticiens qui vont proposer des prévisions de niveau de nappe à partir d'une certaine date donnée grâce à ces techniques d'intelligence artificielle. Et dans le cadre de ce défi, on comparera les résultats obtenus par ces différents apports aux observations qui ont été réellement mesurées. Donc ça ne sera pas forcément le cas sur ces modèles, mais en tout cas sur
sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir utiliser les bons modèles qui vous seront proposés par ces gens répondant aux défis? Alors, ça va même un peu plus loin, puisque dans le cadre de ces défis, il y a également des soumissions d'articles et de publications en commun dans les actes de ces défis. Il y a également une récompense, je crois, qui est proposée aux lauréats. Le défi est organisé sous 2 thèmes. Il y a un thème sur cet aspect prévision de niveau de nappe, et il y a également un autre thème sur l'aspect clustering des types de variations de niveau de nappe sur le territoire français. Et après, oui, l'idée, c'est, à l'issue de ces défis, de pouvoir continuer à collaborer ensemble, via notamment, par exemple, de l'encadrement de thésards. Merci beaucoup, Bruno. Merci à tous pour votre écoute et puis les questions qui ont été posées.